Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Daniel Davis Deep Dive. Non, vous ne rêvez pas. The Duran est bel et bien ici, sur le plateau, avec nous. Et je n'arrive pas à croire la chance qu'on a en plus. Nous sommes à Chattanooga, dans le Tennessee, pour l'événement du 1776 Law Center, où ces gars-là ont impressionné le public. Je me suis dit que j'allais les faire venir ici pour qu'ils vous impressionnent vous aussi. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, en ce dimanche, et je voulais entrer directement dans le vif du sujet. D'abord, Alex Christoforou de The Duran, bien sûr, puis notre bon ami, Alex Mercouris, et vous les connaissez. Ce sont pratiquement des noms connus de tous. allons droit au but, parce qu'évidemment, beaucoup de choses se passent autour de l'Iran. Mais il se passe aussi beaucoup de choses dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, auxquelles je pense peu de gens prêtent attention. Et je pense que la situation évolue d'une manière favorable au camp occidental, disons-le ainsi. Mais l'un des phénomènes en cours, c'est l'intensification des frappes en profondeur, d'un côté comme de l'autre. Et cette nuit, il y a eu plusieurs événements. Du côté ukrainien, ils ont de nouveau frappé en Russie. Ils ont visé un autre site Wildberries. Et du côté russe, il y a eu de nouvelles frappes contre les ports ukrainiens d'Odessa et de Mykolaïv, les mettant pratiquement tous à l'arrêt. Alex, commençons par vous. Quels sont selon vous les effets de ces frappes croissantes de part et d'autre? Est-ce que cela change d'une quelconque manière la nature de la guerre? Les frappes contre Wildberries ne font que mettre les Russes en colère. Ils s'en prennent à un détaillant en ligne, et ça met les Russes très en colère. Et c'est simplement le résultat de leur volonté de pousser le Kremlin à aller plus loin. Je ne vois pas quel est l'objectif militaire derrière le fait de s'en prendre aux entrepôts de Wildberries. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Pour tous ceux qui nous regardent, c'est l'équivalent de s'en prendre à une usine Amazon. Wildberries est un détaillant en ligne de commerce électronique. Donc vous ciblez ces entrepôts. Vous compliquez la vie des Russes ordinaires qui commandent toutes sortes de choses sur ces sites de commerce en ligne, ces sites du type Amazon. Alors, quel est l'objectif militaire? Il n'y en a pas, à mon avis. Alors, qu'en est-il de Zelensky? Il a dit oh non. En réalité, il transporte du matériel militaire vers la ligne de front. Pensez-vous qu'il y ait du vrai dans ce qui concerne Wildberries? Il n'y a aucune chance que la Russie utilise des usines Wildberries pour transporter du matériel militaire. Elle a 1000 autres moyens d'acheminer ce dont elle a besoin, depuis n'importe où en Russie, jusqu'aux lignes de front. Ils ne vont pas utiliser les usines de commerce en ligne de Wildberries, ces plateformes logistiques. Ils ne vont pas les utiliser. Ce sont des plateformes logistiques de commerce en ligne. Ce serait comme dire que les États-Unis utilisent les plateformes logistiques d'Amazon pour déplacer du matériel. Ils ont d'autres moyens. Peut-être que l'Ukraine, puisqu'elle avait besoin de plateformes logistiques en Ukraine pour acheminer des choses jusqu'à la ligne de front, peut-être qu'on peut soutenir qu'elle utiliserait des méthodes non conventionnelles pour faire parvenir du matériel au front. Mais la Russie dispose de réseaux logistiques très développés et elle aura de multiples moyens d'acheminer ce matériel jusqu'au front. Or, ce que fait la Russie est bien plus lourd de conséquences. Elle bloque l'Ukraine, elle bloque Odessa, et je n'ai pas besoin de vous dire que cela a de très très nombreuses implications militaires, économiques, sociales. C'est là. On voit les objectifs militaires très clairement. Vous bloquez le port d'Odessa, et l'Ukraine n'a en gros qu'un seul grand port. Il y en a de plus petits, mais c'est bien là le sujet. Et donc, quel a été l'impact sur leur effort de guerre, la fermeture des capacités portuaires d'Odessa du côté ukrainien? Eh bien, cela a essentiellement fait de l'Ukraine un pays enclavé. 80% de son commerce extérieur passait par les ports. Tout se faisait sans difficulté.
Maintenant, cela ne peut plus passer par les ports. Cela a donc un effet massif sur le système agricole ukrainien. Il est très orienté vers l'exportation. On entend des récits d'agriculteurs qui doivent maintenant arrêter de travailler. Et cela arrive en pleine période des récoltes. C'est donc un immense désastre pour eux. D'autres secteurs de l'économie industrielle devraient continuer à fonctionner. Et bien sûr, l'industrie ukrainienne a déjà été durement touchée par la guerre. Mais d'autres secteurs de l'économie, eux aussi tournés vers l'exportation, comme l'industrie métallurgique, commencent également à fermer, à cesser leurs activités, parce qu'ils ne peuvent pas exporter. On a tenté de mettre en place des itinéraires alternatifs vers Constanța, par rail, par barge. Mais il devient de plus en plus clair que cela ne peut pas remplacer les véritables ports. C'est donc un recul massif, énorme, pour l'ensemble de l'économie. Et cela signifie que des gens perdent leur emploi, que des industries ferment, que moins d'impôts sont payés. Le gouvernement ukrainien a déjà un budget énorme, largement financé par l'Occident. Mais même cela, c'est le financement prévu pour la période actuelle. L'inflation en Ukraine augmente parce que l'émission de monnaie progresse plus vite que l'offre de biens. Nous sommes donc face à une crise économique cumulative. C'est un immense désastre pour l'Ukraine. Les attaques contre les entrepôts de Wildberries ne changent rien. Bon, voyons pourquoi le camp ukrainien fait ça. Reprenons un peu de recul. À mon avis, si les ports d'Odessa ont été fermés, c'est à cause de cette évolution vers une guerre des pétroliers, leur propre version de la guerre maritime. C'est le camp ukrainien qui l'a déclenché en disant « Hey, on entre dans la mer d'Azov ». Ils ont commencé à frapper un certain nombre de pétroliers civils et d'autres navires de transport, en disant qu'ils essayaient d'affamer le camp russe. Les Russes ont répondu « D'accord, on va jouer ». Et ils ont commencé à faire ça à plus grande échelle. Et maintenant, il y a aussi l'affaire Wildberries, qui donne de très bonnes images vidéo. Mais la question c'est, quelle est l'intention du camp ukrainien? Qu'est-ce qu'ils essayent d'obtenir en escaladant dans des domaines où, de toute évidence, la Russie a la maîtrise de l'escalade? Je ne pense pas qu'il faille beaucoup deviner. Selon le Télégraphe, un commandant de drone nous a dit qu'il voulait rendre la vie difficile aux Russes. Il veut porter la guerre à la population civile russe. C'est l'explication qu'il a donnée au Télégraphe dans un article publié il y a environ une semaine. Enfin, c'était parfaitement clair. Dans cette logique, dans cette conviction, nous voulons faire souffrir le peuple russe, en pensant que cela poussera Poutine à la table des négociations. C'est quelque chose qu'on entend sans cesse de la part de Rubio et de l'administration Trump. La Russie souffre désormais, la dynamique a changé, et elle sera davantage disposée à venir à la table des négociations et à faire des concessions, ce qui est un euphémisme pour dire capituler. Très bien. Je veux dire, si vous êtes néophyte et que vous ne connaissez rien, vous vous dites oui, ça a l'air d'être une bonne idée. Mais si vous êtes quelqu'un censé être au niveau national, et je parle de Kiev, vous devriez savoir que si nous étendons nos opérations dans cette zone, ça va contrarier les Russes, et ils peuvent faire monter les enchères davantage que vous. Donc ça va pas infliger la douleur. Wakehammer. Ça va pas produire ce dont vous avez déjà dit que ça produisait l'effet. Alors au niveau national, peu importe ce qu'a dit un opérateur de drone, qu'en pense Zelensky? Je pense qu'au niveau national et disons au niveau des mondialistes européens, ça leur convient. Parce que qu'est-ce que ça produit? Ça provoque une réaction de Poutine, une réaction plus dure du Kremlin. Et une fois que cette réaction dure du Kremlin arrive, ils peuvent retourner voir l'administration Trump ou se réunir entre eux lors d'une réunion du G7 ou du Conseil européen et dire « Vous voyez, la Russie escalade. La Russie veut continuer à mener cette guerre. Donc nous devons continuer à imposer davantage de sanctions et à aller encore plus loin dans l'escalade.
Donc pour les Européens, ça continue de fonctionner. Ça maintient la guerre et ça fait escalader la guerre indéfiniment. D'accord. Je veux dire, c'est difficile de contester ça. Ça fonctionne depuis 4 ans et demi. Et au passage, ça maintient les flux d'argent. Ça maintient les flux d'argent. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais c'est une guerre. Ce n'est pas comme « je comprends ». Ce n'est pas comme de se dire « je peux faire ça pendant 20 ans ». Il y a des problèmes très concrets. Quelle est votre inquiétude? Ou plutôt, selon vous, quel est le risque que cette stratégie consistant simplement à faire traîner la guerre et à continuer de faire affluer l'argent aboutisse à une défaite militaire? Eh bien, je pense que c'est très réel. Et l'ancienne porte-parole de presse de Zelensky, Yulia Mendel, le dit elle-même, cette stratégie est en train de détruire son pays, l'Ukraine, en prolongeant la guerre, de cette manière, en mettant les Russes en colère, comme le dit Alex. Ce que cela va faire, c'est rendre les Russes plus implacables, plus déterminés à gagner la guerre selon leurs propres conditions, qui vont devenir de plus en plus dures. Ils parlent déjà ouvertement d'un changement de régime à Kiev, ce qui n'était absolument pas ce qu'ils disaient au tout début de la guerre. Et en attendant, avant même d'en arriver là, on parle d'agriculteurs contraints de fermer leur exploitation. Ils n'arrivent pas à rentrer les récoltes parce qu'ils ne peuvent pas exporter. Les usines sidérurgiques. Le fait que les ouvriers de ces usines, de ces aciéries et des mines soient eux aussi désormais licenciés, cumulativement, c'est un désastre pour le peuple ukrainien. Les Russes peuvent toujours trouver de bonnes raisons. Tatiana Kim, la propriétaire de Wildberries, a prononcé un discours dans lequel elle a déclaré « Tout cela est perturbateur et ça nous met sous pression. Mais nous, c'est-à-dire Wildberries, nous allons trouver un moyen. Nous allons trouver des solutions de contournement. » Et ils peuvent le faire. Ils peuvent toujours trouver d'autres solutions logistiques. Ils peuvent toujours trouver d'autres entrepôts. Parce que on parle d'un immense pays avec un système de défense aérienne développé, toutes sortes de solutions de repli et de ressources qu'ils peuvent déployer pour contourner ce type de problème. L'Ukraine, elle, n'a pas ces options. Son système de défense aérienne a été pour l'essentiel démantelé. Son économie est sous une pression extrême. Son système de transport est sous pression. Ses ports sont fermés. Donc, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la gêne causée aux civils russes, elle se trouve multipliée à l'intérieur même de l'Ukraine. C'est une excellente stratégie. Oui, ça ne fonctionne clairement pas. Vous avez dit il y a un instant que ça ne fait que mettre les Russes en colère. Vous avez aussi évoqué une version de cela. Il y a un point dont je veux parler, que j'ai tiré des médias russes ce matin, et je pense que c'est très important. Alexandre Dugin, ce n'est pas un responsable du gouvernement. C'est un penseur connu, écouté par beaucoup de gens. Beaucoup de gens prêtent attention à ce qu'il dit. Je vais simplement lire ce qui figurait dans les médias aujourd'hui. Il a dit « Il est avantageux pour l'Occident que la Fédération de Russie se batte le plus longtemps possible pendant que d'autres pays se développent. Par conséquent, l'élite russe doit comprendre que toute tentative de conclure une trêve dans la zone de l'opération militaire spéciale avant d'avoir atteint les objectifs fixés par Moscou signifie en réalité la défaite de la Russie. » De plus, il faut se préparer à une grande guerre contre l'Occident. Et voici ce qu'il dit. Si l'Occident nous donne la possibilité de mettre fin à cette guerre en préservant plus ou moins notre souveraineté, ce sera pour lui une défaite totale. C'est pourquoi il ne nous donnera jamais une telle possibilité. Il n'y aura pas de trêve. L'élite doit comprendre que nous ne sommes qu'au tout début d'une guerre terrible, qui peut se terminer soit par la mort de l'humanité, soit par la mort de la Russie.
Donc il voit cela comme une crise existentielle pour la Russie. Et il dit, si nous avons simplement une sorte de trêve qui ne résout rien, ils reviendront contre nous plus tard. Il affirme donc que les Russes ne devraient pas accepter un règlement négocié. Ils devraient gagner sur le champ de bataille. En sont-ils capables? Oui, je dirais même que la Russie a pour l'essentiel gagné sur le champ de bataille, ou qu'elle est en très bonne voie de l'emporter. Elle est clairement à quelques mois d'atteindre l'objectif principal de l'opération militaire spéciale, qui était le Donbass. On oublie souvent que le principal objectif du conflit, c'était le Donbass. C'était le théâtre principal des opérations. Ils en sont proches. Il leur reste essentiellement 2 villes, Sloviansk et Kramatorsk. Une fois qu'ils auront terminé à Sloviansk et Kramatorsk, et je ne doute pas qu'ils y parviendront, alors le Donbass sera contrôlé à 100% par la Russie. Et cela mettra fin à l'objectif principal de l'OMS, ainsi qu'aux principaux combats de l'OMS. Après ça, comme Alexander l'a souligné à de nombreuses reprises, et comme nous en avons parlé dans beaucoup de vidéos, il y aura très probablement une nouvelle offre de Poutine à l'Occident, à Trump en particulier, pas à l'Occident. C'est avec lui qu'on peut parler. Ce sera une offre difficile à accepter pour l'Occident. Est-ce que Trump l'acceptera? Je pense que Trump, personnellement, voudrait probablement l'accepter. Mais je pense que tout ce qui entoure Trump va la rejeter, y compris l'influence européenne. Ils vont la rejeter. Mais Poutine fera probablement une offre une fois que le Donbass sera réglé. Ce sera une offre difficile. Ce ne sera pas l'offre que nous avions en 2014. Ce sera une offre bien plus difficile. C'est une offre dure, mais Trump devrait l'accepter. Ils ne vont pas l'accepter. Les États-Unis ne vont pas l'accepter. Les États-Unis ne l'accepteront certainement pas. Les Européens vont dire à Trump, ne l'acceptez pas. Et nous allons continuer. Mais je pense qu'à mesure que le conflit se poursuit, il sera beaucoup plus facile pour la Russie d'atteindre ses objectifs. Surtout parce qu'ils ont derrière eux la principale zone fortifiée, cette ceinture fortifiée qui a été mise en place pendant 10 ans. Alors, que pensez-vous des propos de Brendan Book, il y a environ une semaine, lorsqu'il s'adressait à la Douma? Il a dit « L'un de nos soldats est venu me voir et m'a dit qu'il fallait être plus audacieux. » Vous savez quoi? Je pense qu'il faut effectivement être plus audacieux, mais cela veut dire que nous pourrions subir davantage de pertes. Selon vous, quelle était son intention en disant cela? Et est-ce que ça correspond à ce dont vous et moi avons parlé? Je pense que oui, absolument. Est-ce que je peux juste dire quelque chose à propos de Dugin? Parce que Dugin a toujours été très radical dans la politique russe, et ce même avant Boris Eltsine. Donc, ce qu'il dit constitue une escalade dans son langage et sa rhétorique. Mais c'est quelqu'un qu'on n'écoute peut-être pas beaucoup au Kremlin même. Un commentaire bien plus intéressant est venu d'un journaliste russe appelé Fyodor Lukyanov. Et je pense que c'est intéressant, non pas parce que ce qu'il dit est plus intéressant. Sa rhétorique n'est pas aussi forte que celle de Dugin. Mais Lukyanov est tout à fait dans le courant dominant en Russie. En fait, il est peut-être davantage du côté de la conciliation, et c'est quelqu'un qui connaît bien Poutine. Il se rencontre régulièrement, il l'interviewe souvent aussi. Et ce qu'il dit, si l'on décrypte son langage, n'est pas si différent de ce que dit Dugin. Il ne le formule pas tout à fait dans ces termes existentiels, mais il dit « c'est la politique de l'Occident de faire durer cette guerre ». La politique occidentale, la politique européenne, surtout européenne, consiste à faire durer cette guerre contre nous pour toujours. Nous devons donc avancer vers sa fin, à nos conditions. Et que dit-il sur la question de savoir s'il devrait y avoir une négociation? Y a-t-il une négociation que les Russes accepteraient?
Il ne s'attend clairement pas à une négociation. Je parle de Loukyanov. Et comme je l'ai dit, il est probablement bien plus proche de la pensée de Poutine que ne l'est Douguine. Je ne pense pas que Poutine croit encore sérieusement qu'il y aura une issue négociée à cette guerre. Je pense que, jusqu'à Anchorage, il y croyait. Je pense qu'à Anchorage, il pensait avoir conclu un accord avec le président Trump. Et je pense qu'une partie de lui est très déçue que cet accord n'ait pas abouti. Je pense qu'il voit bien qu'une nouvelle avancée russe vers l'ouest créerait toutes sortes de problèmes pour l'avenir de la Russie. Cela compliquerait les relations entre la Russie et l'Europe, ainsi qu'entre la Russie et les États-Unis. Mais je pense qu'au fond, il comprend qu'il n'a plus le choix désormais. Exactement comme l'a dit Alex, je pense qu'ils ont les moyens de continuer à avancer. Et lorsqu'il a prononcé ce discours devant la Douma, il a fait exactement ce qu'il disait. Il préparait le peuple russe à un avenir dans lequel l'armée russe avance plus vite, même si cela implique d'accepter de lourdes pertes. Oui, et les Ukrainiens ne peuvent pas l'ignorer. Ils sont déjà très fragiles. Vous l'avez mentionné il y a un instant. En fait, vous avez tous les deux parlé des négociations, de la position de la partie russe et de la façon dont elle perçoit les États-Unis. On a beaucoup navigué d'un sujet à l'autre. Je vais vous montrer deux extraits. Le premier date d'aujourd'hui. Le secrétaire d'État Rubio, à la télévision américaine, dit en gros « Et si on reprenait les négociations ?» Puis je vous montrerai un autre extrait qui date d'il y a environ un mois. Regardons d'abord celui-ci. Le président a très clairement indiqué que les États-Unis peuvent jouer un rôle pour mettre fin à cette guerre. Nous allons continuer à explorer cette possibilité. Nous y avons consacré beaucoup de temps la première année. À un certain moment, on est arrivé à une sorte d'impasse. Mais nous avons toujours été disposés et prêts à jouer un rôle constructif. Nous sommes le seul pays au monde, et le président Trump est le seul dirigeant au monde capable d'amener la partie russe et la partie ukrainienne à commencer à parler de la manière d'y mettre fin. La réalité, c'est que la dynamique de ce conflit a quelque peu changé ces derniers mois. Les Ukrainiens sont désormais capables de mener des frappes à longue portée en profondeur sur le territoire russe, amenant la guerre auprès du peuple russe. Ce que nous sommes prêts à examiner, c'est si cette nouvelle dynamique a d'une quelconque manière ouvert à un instrument négocié. Donc voilà Rubio aujourd'hui qui dit « Vous savez quoi? Je pense qu'on peut négocier dans le cadre de ces paramètres. » Mais voici ce même Marco Rubio, le 3 juin. Nous restons prêts à jouer tout rôle que nous pourrons jouer dans ce contexte pour parvenir à la paix, parce que nous pensons que la guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire. Elle ne peut être résolue que par la voie diplomatique. Et cela n'a pas été fructueux. Je qualifierais la situation de difficulté persistante. Cela dit, soyons clairs. Pour être juste et franc, nous ne sommes pas des médiateurs impartiaux dans cette guerre. Nous ne fournissons pas d'armes à la Russie. Nous fournissons des armes uniquement à l'Ukraine. Nous n'imposons pas de sanctions à l'Ukraine. Nous n'imposons des sanctions qu'à la Russie. Nous avons donc clairement choisi un camp. Nous continuons d'ailleurs à vendre des armes à l'Ukraine dans le cadre du programme Purell, sans que ce qui s'est passé au Moyen-Orient ou ailleurs n'y fasse obstacle. Et écoutez, nous aimerions voir cela aboutir à un règlement négocié. À l'heure actuelle, les perspectives ne semblent pas bonnes. D'accord. Alors comment pouvez-vous dire, le 3 juin, qu'on a choisi un camp, qu'on n'est pas neutre, puis dire le 2 août, vous savez, qu'on est neutre, qu'on veut parvenir à un règlement négocié? Qu'est-ce que les Russes vont en penser? Alex, je vais faire vite. Je pense que tout cela concerne l'hiver et le manque de défense aérienne patriote.
Le changement, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, qu'en penses-tu, Alexander? On n'en a pas parlé. Je sais pas, je pense que l'hiver va être difficile. Oui, et ils essayent de gagner du temps. Je pense que c'est exactement ce que je crois. Je pense qu'en juin, on a eu tous ces récits. Vous vous souvenez, on en a parlé dans l'émission « L'euphorie ». L'Ukraine a renversé la situation, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, on dit Sommismartlius a perdu. En réalité, il disait que l'Ukraine est victorieuse. Maintenant, tout ça, c'est juste... L'Ukraine est sous blocus. Son réseau ferroviaire est attaqué. Ses systèmes de défense aérienne sont en pièces. Et maintenant, on parle de négociations. Le problème, bien sûr, c'est qu'à ce stade, je suis désolé de le dire, la crédibilité des États-Unis à Moscou est réduite à néant. Et celle de Rubio, deuxièmement celle de Rubio, est particulièrement réduite à néant. Il a très imprudemment fait des déclarations en affirmant qu'il n'y avait eu aucun accord entre Poutine et Trump à Anchorage. Ça a vraiment agacé les Russes. Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, était furieux à ce sujet. Ils ont eu une brève réunion à Londres. Il y avait beaucoup de choses à discuter. Et que Rubio revienne parler de négociations, ce n'est pas le bon message. Ce n'est pas lui que j'utiliserai comme messager pour porter ce message. Et l'Europe alors? L'Europe a vu ça. Le cours des choses s'était inversé. On porte la guerre navale aux Russes. Ah, maintenant ils ferment nos ports. Je veux dire, à un moment donné, je le dis peut-être de façon rhétorique, l'Europe doit se dire, d'accord, tout ce qu'on fait depuis 4 ans et demi ne marche pas, et on se dirige vers un hiver difficile. Et maintenant, l'économie, même avec ses 90 milliards de dollars européens, qui ont été, j'imagine, créés ou empruntés, peu importe, ça ne suffira pas à maintenir le pays à flot. Est-ce qu'il y aura un jour un moment où l'Europe le reconnaîtra et fera quelque chose de différent? Ou bien vont-ils continuer jusqu'à la mort de l'Ukraine? Pas avec les dirigeants actuels en Europe. Peut-être si les dirigeants changent. Peut-être si vous avez l'AfD en Allemagne. Peut-être si vous avez Marine Le Pen en France. Je ne suis pas si sûr pour Marine Le Pen, mais peut-être. Elle sera meilleure que Macron, je l'espère. Peut-être si Giorgia Meloni change sa façon de voir les choses, j'en doute. Peut-être qu'Andy Burnham au Royaume-Uni nous surprendra. Je veux dire, tout peut arriver. Mais avec le groupe actuel de dirigeants, et il faut commencer par l'Union européenne avec Ursula et Kaja Kallas, ils ne changeront jamais. Donc vous savez peut-être qu'avec d'autres dirigeants, vous pourrez trouver une issue pour l'Europe. Mais la seule chose que les Européens vont faire maintenant, tout le récit selon lequel la tendance s'inverse, c'est terminé. Ils ne peuvent plus dire ça. Donc ils vont passer à « la Russie nous envahit, la Russie va nous envahir, la Russie avance ». On passe donc de la tendance s'inverse et maintenant nous allons vaincre la Russie. Il faut donc donner encore un peu plus d'argent et imposer encore quelques sanctions. Parce qu'avec un petit effort de plus, ils vont basculer. Ah, la Russie est l'agresseur. La Russie avance. Elle se déplace vers l'ouest. Il faut donner plus d'argent et imposer plus de sanctions pour empêcher la Russie d'avancer vers l'ouest. C'est le jeu auquel ils jouent depuis le tout début. Enfin, je ne devrais pas employer le mot « espoir », parce que la classe politique britannique reste plus que jamais déterminée à soutenir la guerre et ce qu'elle appelle l'Ukraine, même s'il s'agit d'une Ukraine détruite. On commence à avoir le sentiment que le Premier ministre Starmer lui-même est bien plus sceptique sur la guerre que ne l'était son prédécesseur. Apparemment, il a été très mécontent de constater que, dès qu'il a franchi la porte du 10 Downing Street, après être devenu Premier ministre, il avait Zelensky au téléphone. Il n'était pas content de devoir parler à Zelensky, et il l'était encore moins
qu'on ait organisé les choses pour que Zelensky soit le premier dirigeant qu'il rencontrerait. That Zelensky would be the first leader he would meet. He's the prime minister. He's the prime minister. C'est le Premier ministre. Exactement. Eh bien, cela montre à quel point, d'une certaine manière, la situation est devenue pathétique. Parce que c'est le Premier ministre. Et apparemment, au lieu de dire « Je ne rencontre pas Zelensky, je vire tous ceux qui ont seulement avancé cette proposition » ou quelque chose dans ce genre, ce qu'il fait. La manière dont il manifeste sa protestation, c'est de s'habiller de façon décontractée lorsqu'il rencontre Zelensky. C'est une façon de se faire remarquer, parce qu'on attend de nos premiers ministres qu'ils s'habillent d'une certaine manière, et pas d'embrassade, Donc, vous savez, c'est apparemment la limite de ce qu'il se sent capable de faire. Alors ça vous montre que le mot espoir est trop fort. Hope is one strong. Hope too strong a word. Well, like all this stuff. Eh bien, comme pour tout ça, il va simplement falloir attendre et voir comment les choses vont évoluer. Mais voilà le message que nous vous adressons depuis Chattanooga, dans le Tennessee, avec Alexander Mercouris de The Duran. Alex, c'est un grand plaisir de vous recevoir. J'ai hâte de poursuivre. On vous retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Next episode, Daniel Davis Deep Dive.